Oui, donc ce que je voulais dire, c'est le point de départ pour aborder ça, respecter l'incertitude pour s'en saisir. Et sur ces belles phrases, et après encore d'avoir toutes et tous remercié, j'aimerais annoncer quand même la suite de ces rencontres. L'épisode aura lieu le 19 octobre et portera sur expérience, expertise et initiative de terrain animée par un autre épistémologue, Léo Pulek. Voilà, merci encore et à très bientôt. Au revoir, merci à vous, au revoir. Merci à tous d'avoir participé à ce moment de décision partagée. 32 000 victimes en France. Merci. Au revoir. Au revoir. Eh bien, d'un point de vue de gouvernance, dans une approche de gouvernance, la démocratie en santé, elle respecte ses principes, en temps de crise surtout. Ça peut être quand même extrêmement intéressant. Et il y a une crise, la crise du Covid, a porté un coup à la démocratie en santé en France. J'espère qu'on s'en sortira. Donc, ce que je voulais dire d'abord, c'est se poser la question, effectivement. Alors, j'étais parti en préparant ce court propos du fait qu'il y a quelques jours, le professeur Pittet, qui est un infectiologue suisse, donc neutre, a été désigné par le président de la République pour évaluer la gestion par les autorités françaises de la crise sanitaire. Et il a rendu, il y a 2-3 jours, un rapport et des conclusions intéressantes et comme, à mon avis, bien équilibrées, mais quand même un petit peu décoiffantes. En synthèse très globale, la France a su faire face à la première vague, en synthèse. Mais tout ça n'a pas été exempt de ratés. Le système hospitalier a tenu, avec l'aide des professionnels de ville, et a pris en charge objectivement les malades. À quel prix, ça c'est une autre question, notamment s'agissant des malades chroniques, des pathologies courantes, on connaît le problème. Ça ne va pas forcément se renouveler dans la deuxième vague. Il salue la création du conseil scientifique pour appuyer la décision publique, et puis un certain nombre de grandes décisions du type le recours de grande ampleur au chômage partiel qui a pour l'instant significativement limité la casse économique et sociale. Alors dans les ratés, je vais vite, dans les ratés, la faible anticipation, sensibilisation au risque pandémique, bon, avec toutes les problématiques de logistique, d'insuffisance de stock, la stratégie laborieuse et hésitante sur les tests, le traçage, la prévention des clusters. Il insiste sur la fragilisation structurelle du système de santé français, sur un système de communication brouillon avec prolifération d'experts en tout genre. Et puis il insiste sur le mode de gouvernance de la crise par l'État, et notamment la question de la mobilisation de la démocratie en santé. Alors, dans notre région, de notre région Île-de-France, on a je dirais, à tous les échelons, de l'échelon local à l'échelon régional, on a des instances d'exercice de la démocratie en santé. C'est finalement pas mal fait. La loi a mis en place localement, dans les établissements sanitaires, dans les établissements
médico-sociaux, des comités de droit des usagers, des conseils de la vie sociale. Au départemental, on a une instance sur laquelle on s'était beaucoup investi, qui sont les conseils territoriaux de santé, véritable territoire d'exercice, nous disait-on, de la démocratie en santé. Et au niveau régional, on a les CRSA, en rappelant qu'au niveau national, nous avons la Conférence nationale de santé. Quand je prends mon instance, la CRSA Île-de-France, que Claude Évin, notre ancien ministre et notre ancien directeur de l'ARS Île-de-France, appelait le Parlement de la santé sur l'Île-de-France, on a tout ce qu'il faut, des collèges représentatifs de tous les acteurs en santé qui sont là, que ce soit les offreurs de soins, du social et du médico-social, les grandes fédérations, les URPS, le Conseil de l'Ordre, on a les grandes associations qui œuvrent dans le domaine social et médico-social, on a les associations d'usagers, et Dieu sait que on sait que ce sont des ressources considérables qui représentent dans notre pays les corps intermédiaires, notamment donc, ce monde associatif. On a les élus territoriaux. On a aussi un vaste champ d'action pour nos instances, que ce soit dans le sanitaire, le médico-social, le handicap, la prévention, l'éducation, la promotion. Et c'est vrai que moi j'ai vu qu'au fil des mandatures, la CRSA ces dernières années a acquis, par la diversité de ses composantes, une forte expertise, une connaissance intime jusqu'aux villes, aux quartiers d'Île-de-France des réalités de santé, et progressivement s'est constitué, il y a des gens du privé, des gens du public, des gens de l'associatif, on s'est constitué une culture commune. Pour l'ARS, ce n'est pas un risque, c'est une chance. On aurait donc pu imaginer que pour prendre des décisions, je dirais, leur saisine aurait été naturelle. Il n'en a rien été. Je le dis sur l'Île-de-France, mais j'en atteste aussi en France entière, il n'en a rien été. Et pendant des mois, les instances de la société civile ont été mises en sommeil et exclues du processus décisionnel. Donc ce fut le cas de la CRSA Île-de-France. Moi, je peux attester que de février à juin c'est quand on a réagi, de février à juin, c'était silence radio. On n'a pas été associé à l'information, on n'a pas été associé, on n'a pas été amené à donner des avis, on n'a pas été amené à participer à des décisions, alors que depuis toujours, naturellement, je dirais, on avait une communauté de pensée, d'action, de travail, et on communiquait. La crise, et à mon avis, là, il y a de vraies questions, a tout d'un coup rompu les contacts. Et ce n'est pas propre à l'Île-de-France. Je siège à la Conférence nationale de santé. Dieu sait qu'il y a aussi là des richesses d'expérience, des partages de valeurs extrêmement intéressants, des compétences. Nous n'avons pas eu, depuis le début de la crise, une auto-saisine du ministère, du ministère sur le sujet les sujets de l'épidémie. C'est quand même une question dans la participation à la prise de décision. Les acteurs de santé, et notamment les usagers, et pourtant tout ça a été inscrit dans la loi depuis 20 ans, eh bien cette participation, elle a fait long feu avec l'urgence et l'effectuation provoquée par cette crise. Ça, c'est je dirais, la première vague. Et dès lors, il y a quand même quelques questions que nous nous posons, et il y a un vrai malaise général en France en ce moment sur ce sujet, c'est la démocratie en santé. Est-elle possible en temps de crise, en temps d'incertitude? Pourquoi, en situation d'urgence,
on ne trouve pas les moyens de faire participer les citoyens aux décisions publiques prises, surtout lorsque celles-ci touchent aussi intimement à leur liberté et à leur mode de vie, il y a là un vrai paradoxe. Depuis 20 ans, moi j'ai assisté au formidable progrès de la démocratie en santé et au fait que patiemment, on a construit un modèle de gouvernance où prédomine l'idée d'un être humain libre et autonome jusque dans la maladie. Et ce moment de crise est véritablement un questionnement. On ne va pas reprendre tout ce qui s'est passé dans d'autres crises et qui a été plutôt productive. Je pense à la crise du sida, je pense à la crise du sang contaminé. On a bien vu que ça a fait progresser la démocratie en santé dans notre pays. Et de fait, ce qu'on a constaté, c'est que tout semblait s'écrouler et qu'en pratique, on n'était pas consulté. Alors ça s'est un peu arrangé depuis le mois de juin, je vais être honnête, ça s'est vraiment arrangé, on a repris des contacts, on communique, on a créé un comité de liaison, on n'est pas encore à la participation aux décisions, mais ça va un petit peu mieux. Mais quand même, on a face de nous un paradoxe, je dirais un paradoxe entre, je dirais, cette liberté, cette démocratie en santé, l'exercice de la démocratie en santé, et puis ce constat qu'en temps de crise, il y a crispation, il y a recentralisation, reconcentration, et que quelque part ça pose la question de, je dirais, de qui est le plus à même de représenter l'intérêt général. Et de fait, l'État dit c'est nous qui représentons l'intérêt général. Et on a le sentiment d'avoir été exclus de tout cela. D'un côté, développement de la démocratie en santé, et de l'autre, renforcement de procédures de contrôle qui conduisent à un phénomène de recentralisation. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive et que la crise, je l'espère, comme a été le cas lors d'autres crises, on espère qu'on arrive à trouver un point d'équilibre entre contraintes et liberté, qu'on parvienne à déterminer, bien évidemment, qu'on ait un cadre structuré et homogène pour le pays, mais qu'on laisse respirer les territoires, qu'on fasse confiance aux acteurs de terrain. Il nous est remonté en Île-de-France plein d'initiatives prises sur le terrain avec des acteurs qu'on n'aurait jamais imaginé voir si bien travailler. On a été beaucoup plus vite qu'on allait d'habitude. Et sur le terrain, il s'est passé des choses extrêmement intéressantes. Donc je crois qu'il va falloir que par la loi, parce qu'on n'y arrivera pas autrement, et ceci nous a été promis dans la mesure 32 du Ségur de santé, par la loi, on arrive à prendre en compte l'avis des citoyens usagers de manière structurée, organisée, représentative, parce que c'est un levier puissant pour reconstruire la confiance et aider à l'acceptabilité par la population de mesures qui ne sont pas toujours faciles. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'espère. Bon, j'ai conscience que par rapport à ce que j'ai entendu, ce que je dis est un peu c'est un éclairage un peu politique et un peu mais je pense que ça participe à la discussion. Merci. Merci à vous, merci beaucoup pour cette intervention et je crois que c'est de toute façon très bien qu'on élargisse le propos et qu'on aille justement dans cette direction vers le politique. Alors, ce que je vous propose, c'est avant qu'on revienne à une discussion à la table ronde proprement dite, qu'on passe directement à l'intervention d'Emmanuel Hirsch et puis qu'on ouvre la discussion après dans le quart d'heure qui restera et qui sera aussi l'occasion d'avoir l'avis de Marie-Claire Carrère-G qui interviendra à ce moment-là.